Marc-André Sellos. Bonjour. Bonjour. Je suis très content que tu sois là. Tu es professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. D'après ce que j'ai compris, mycologue et biologiste spécialisé dans les plantes, les champignons et les micro-organismes. Et leurs interactions, oui. Et leurs interactions. Mais ça, c'est pour la recherche. C'est ça. Et j'ai l'impression que ton travail va beaucoup plus loin que ça, en réalité. Par exemple, moi, il a changé un peu ma perspective sur moi-même. Tu vois, déjà, maintenant, je me vois comme une petite planète avec des habitants à l'intérieur. Très habité, oui. Voilà, très, très habité. Et je dois prendre soin des habitants de ma planète. Et en même temps, je suis un de ces milliards de petites, de ces milliards de centaines de milliards, je sais pas, de bactéries dans le monde, et je dois prendre soin de mon écosystème. En fait, c'est ça, on est entouré d'organismes qui prennent soin de nous, ceux qu'on mange, ceux qui nous habillent. Tu vois, là, j'ai un peu de verre à soie, un petit peu de coton, un petit peu de mouton, un petit peu de bœuf. Et puis, il y a aussi ceux qui sont à l'intérieur de nous, qui prennent soin de nous. C'est ce que tu disais, c'est notre microbiote. Et tout ça prend soin de nous, tout ça fait ce qu'on est, mais en même temps, nous, on doit en prendre soin, quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours vu ces liens à ces autres organismes qui nous construisent. Et ça fait que très souvent on entend dire ouais, il faut protéger la biodiversité, il y a une crise de la biodiversité, mais en réalité, quand on voit le degré de dépendance où l'on est des autres organismes, pour fonctionner bien et pour être en bonne santé, pour se nourrir, en réalité, la crise, c'est surtout une crise de la vivabilité de la terre et de la santé de l'homme qui se profile. Déjà, sur le microbiote, notre diversité microbienne est devenue insuffisante, et ça explique pas mal des maladies, de l'allergie à l'autisme, en passant par l'obésité ou l'allergie. Et comment ce microbiote il s'est affaibli? Donc en fait, on ignorait son rôle à ce microbiote. Donc ce sont ces bactéries, ces champignons unicellulaires qu'on appelle des levures, qui peuplent notre peau, qui peuplent notre tube digestif, le vagin des femmes, le conduit des oreilles, le nez, la bouche. Bon, on savait qu'il y avait du monde, mais d'abord on savait pas qui y avait exactement. On a commencé à savoir quand on a eu des méthodes basées sur l'ADN pour inventorier les espèces présentes, par exemple dans la salive ou dans un petit peu de chair humaine ou dans le contenu du tube digestif. Donc déjà, on savait pas vraiment qui y avait. Et deuxièmement, on n'avait pas pris conscience qu'ils avaient des rôles sur notre santé. Et donc, il n'y avait pas d'enjeu de les gérer, il n'y avait pas d'enjeu d'abriter une diversité de microbes importante. On s'en rend compte maintenant, on se rend compte qu'ils nous aident à digérer, ils nous aident à nous protéger en faisant écran contre l'arrivée de maladies, en aidant notre système immunitaire à fonctionner, et qu'ils émettent aussi des molécules qui régulent et le développement et le fonctionnement de notre système nerveux. Donc ça va très très loin. On se rend compte maintenant de ces fonctions, et on s'en rend un peu compte parce qu'en réalité, en Occident, cette diversité est en train de s'écrouler parce que notre environnement est trop propre, notre nourriture trop aseptisée, parce qu'on mange des émulsifiants, parce qu'on mange des conservateurs, parce qu'on mange des édulcorants dans nos aliments qui sont pas bons du tout pour ces micro-organismes, notamment ceux du tube digestif, parce qu'il y a aussi des émulsifiants, des conservateurs, voire même des produits bactéricides dans nos savons. Et au total, on se retrouve dépourvu de ces microbes au moment où on découvre que ces maladies modernes, que j'énonçais tout à l'heure, elles viennent en fait en partie, il y a des composantes génétiques, il y a aussi la façon dont tu vis, d'accord, c'est compliqué, mais elles viennent en partie d'une baisse de diversité des microbes, et il n'y a plus ceux qui nous aident à digérer, avoir un métabolisme correct, avoir un système immunitaire qui fonctionne bien, ou encore avoir un système nerveux qui se développe et qui fonctionne bien. Donc, il n'y avait pas d'enjeu, mais le lien existait bien, on n'a pas géré le lien, et on le prend dans la gueule. Et ça, c'est toute l'histoire de ce livre, c'est notre lien à la nature, il a toujours existé, on parle souvent de reconnexion, mais pas du tout. On est connecté, simplement pour l'instant, comme on ne le gère pas, il n'y a que des mauvaises nouvelles qui arrivent par ces liens. Il n'y a que de la mort, éventuellement, du mal-être. Il y a même des passages dans le livre, quand on parle des pesticides ou de la vie sexuelle de l'homme, où on voit très bien qu'il y a des morts en filigrane. Et il est temps de comprendre ce lien, car en réalité, si j'inverse le raisonnement, il est un moyen de vivre mieux, plus durablement et plus longtemps. En fait, ton livre, j'ai l'impression que tous les points qu'il prend et qui revisite, voilà, ils partent un peu de l'intérieur du corps
qui explique une espèce d'écosystème qui se passe à l'intérieur du corps, et tout doucement, on sort du corps et on devient l'écosystème un peu extérieur pour en arriver à une société, par exemple. C'est ça. Donc j'ai l'impression que c'est, en fait, on est une multitude d'écosystèmes qui sont connectés entre eux pour faire la biosphère. Je dis souvent à mes étudiants, de façon un peu provocante, que la biologie s'est trompée en considérant qu'elle traitait des organismes. Il y a encore des enseignements de biologie des organismes. C'est la biologie à la Claude Bernard. Et alors, en fait, elle a une certaine puissance. Et il y a, bien sûr qu'il y a des organismes autour de nous. Enfin, je te vois. Hein. Bon, tu me diras, je vois moins tes bactéries. Mais il y a des organismes, c'est vrai. Mais en provocation, je leur dis, non, la biologie s'est trompée en parlant d'organismes, là où on aurait dû parler d'interaction. C'est un peu comme la toile d'araignée. Tu peux pas dire que la toile d'araignée, c'est juste des points où se croisent les fils. Bon, tu peux pas non plus dire que c'est des fils entre ces points-là. Mais si tu veux, dans la toile d'araignée, tu as à la fois des points où les fils se croisent et des fils. Dans le monde vivant, il y a à la fois des points, ces organismes, et puis des traits entre les organismes. D'ailleurs, dans le livre, je sais pas si tu l'as fait, mais il y a un endroit où je propose de faire les points entre les organismes. Parce qu'en fait, les points, c'est une chose, les organismes, c'est une chose, mais les liens entre eux, c'est aussi quelque chose qui donne du sens à l'ensemble. Et ça a été sous-exploré. Au point que nous, on véhicule des images sur l'autonomie alimentaire, quand tu seras grand, tu seras autonome, mais ça, tu dois pouvoir faire tout seul. Tu parles. Ouais. En fait, on est des nains montés sur les épaules de nos ancêtres. Ce qu'on croit faire tout seul, c'est juste ce qu'on fait parce que nos ancêtres ont essayé tout le reste et ça a merdé, et on sait très bien qu'il n'y a que ça à faire. Ouais. On n'est jamais seul, même quand on fait quelque chose à un moment. Ouais. On est le produit de son éducation. Ouais. Tu vois, quand tu prends la parole tout seul comme moi maintenant, en fait, moi, je suis monté sur une horde de gens qui ont travaillé, pensé, qui m'ont éduqué avant. On n'est jamais seul. Hein. Tu connais le travail de Robert Sapolsky Robert Sapolsky à l'université de Stanford. Il sort des bouquins et en gros il dit, en tant c'est un Américain, en gros son bouquin scientifiquement, il explique que le free will, le libre arbitre n'existe pas, parce que ce que tu fais là maintenant est conditionné par ce que tu as fait ce matin, qui est conditionné par ce que tu fais, ce que tu penses la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, il y a 20 ans, à ta naissance, dans le ventre de ta mère et tes ancêtres. Alors, oui, c'est dans les caves du Vatican de Gide qu'il y a cette volonté de prendre une décision complètement libre. Et donc, l'un des protagonistes décide qu'il va tuer quelqu'un si, depuis le train où il voit une lumière dans la campagne. Alors là, effectivement, là, il y a rien qui est construit ça avant. Sauf que bon, la lumière, elle est là, et donc la décision est quelque part déjà prise, ou pas d'ailleurs. Alors il faut lire les caves du Vatican pour voir ce qui va se passer. Et c'est assez intéressant ce livre, parce que au moment où effectivement cette décision est complètement non prédéterminée, elle ne sert à rien. Cette décision importante, en fait, quelque part, effectivement, tu hérites de tout plein de séries causales en toi et autour de toi qui font que ton jugement est pas bon. Mais moi, le pari de mon livre, c'est de dire, bien sûr qu'on est prédestiné d'une certaine façon, bien sûr qu'on est le produit d'une évolution biologique, et tu dirais aussi d'un point de vue culturel le produit d'un milieu, mais si on s'informe, c'est le moment où on va pouvoir charger d'autres informations. Alors évidemment, on charge de nouvelles façons d'être déterminé. Parce que ces informations, finalement, c'est des choses qui vont te pousser à agir dans une autre direction. Et c'est toujours pas toi qui as du libre arbitre. Néanmoins, avec ces informations que tu peux filtrer, tu peux commencer à être un peu libre, parce que tu vas choisir vraiment en connaissance de cause. En fait, bien sûr qu'on est déterminé, mais notre évolution culturelle, si elle prend en compte les données de la science, et des sciences en général, elle tend vers la liberté, parce qu'on commence à choisir en connaissance de cause des conséquences. C'est très philosophique, mais en réalité, moi, pourquoi j'écris mes bouquins, celui-là et les précédents, c'est pour libérer les gens. C'est pour que les gens comprennent ce qui se passe autour d'eux, et que quand ils prennent une décision, elle est pas libre, hein, parce qu'éventuellement, s'ils la prennent parce qu'ils ont lu mon livre, c'est à cause de moi, donc ils sont pas libres. Mais je m'en fous de la liberté. Et ce que je veux, c'est qu'on agisse en connaissance de cause des conséquences. Sachant qu'on les connaît pas toutes, hein, mais de la meilleure connaissance qu'on ait des conséquences possibles. Et c'est là où je trouve ça très bien ce que tu as fait de prendre, donc tu prends 10 idées reçues sur
la science, et en gros, à chaque fois, tu les revisites et tu remets un peu les choses à leur place à l'aide de la science. À la place que la science voit aujourd'hui, tout en avouant dans le dernier chapitre sur qu'est-ce que c'est que la science, parce que après avoir raconté aux gens comment la science revisite les idées reçues, on se dit mais au fait c'est quoi ce truc pour se permettre de juger des choses très ancrées culturellement, hein. Des choses aussi ancrées culturellement que le labour, la croyance que la concurrence c'est une bonne chose, hein, en économie on véhicule beaucoup ça, la croyance que la nature est bien faite, la croyance qu'il y a des équilibres dans la nature, qu'on aurait déséquilibré, alors que la nature est une dynamique, hein. Ça s'appelle l'évolution d'ailleurs. Donc, qui est la science pour juger de toutes ces idées reçues? Alors, je l'analyse dans la dernière partie du livre en disant, c'est un truc où les gens ont essayé d'avoir des règles un peu pour conclure sur des jeux de données, pour essayer de conclure sur qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Et c'est pas parfait, ça évolue au gré de l'acquisition de connaissances, mais au moins c'est assez reproductible et c'est pour un jeu de connaissances données, tu arrives toujours à peu près à la même conclusion. Si tu as une démarche scientifique, quand tu fais les mêmes observations, tu arrives au même résultat. Donc c'est un truc qui est un peu plus sûr que l'opinion. Voilà, c'est ça, légèrement. Hein. Bah oui, non mais de toute façon, on vit dans un monde complexe, hein, on n'aura jamais d'assurance. Donc je dis pas que la science parle de la vérité, au contraire. Je dis pas que la science sauvera le monde. Je dis que le monde ne sera pas sauvé sans science. Exactement. Ce qui est un peu différent. Hein. Ce qui laisse la place d'ailleurs aussi à d'autres savoir-faire que les sciences exactes, hein, pour inspirer l'homme. Comme quoi, la psychologie, tu veux dire? Oui, les sciences humaines. Enfin, je sais pas si ça t'a frappé, mais dans le livre, moi, j'avoue entre les lignes une fascination pour toutes les sciences humaines, en déplorant que aussi bien ma discipline que ces disciplines-là souvent s'ignorent, s'entre-ignorent, voire se détestent, voire se battent pour les postes ou pour les salles de cours. Ouais. D'accord? Donc, là, il y a des complémentarités à trouver pour les transcender, ces disciplines. L'évolution humaine, dans les sciences de l'évolution, c'est quand même un truc qu'on peut pas faire sans paléontologue, qu'on peut pas faire sans anthropologue, sans sociologue, tu vois. Donc, mais moi, j'ai vraiment, même si je trouve que toutes ces disciplines sont souvent limitées par leur absence de biologie, comme la biologie est limitée parfois par son absence de ces disciplines, j'ai pour ces disciplines beaucoup d'admiration et je pense qu'elles doivent aussi contribuer à inspirer ce que nous serons. Ouais, complètement. Mais c'est en ça que je dis, c'est pas la science qui va sauver le monde, mais elle va y contribuer. Ouais. Moi, je peux partager un fantasme avec toi. Moi, j'ai le fantasme qu'on crée à l'échelle nationale, au mieux mondiale, une espèce de centre où on mélangerait tous les scientifiques de tous les bords, d'accord, pour qu'ils puissent collaborer ensemble pour scientifiquement et collectivement réfléchir à comment on peut construire une meilleure société avec les outils qu'on a aujourd'hui. Ouais, en fait, c'est un peu le CNRS ton truc, mais le CNRS qui aurait marché. Ouais. Ou l'université. Mais l'université qui aurait marché. En fait, tu as tout à fait raison. C'est ce qu'on veut. On voit très bien comment les disciplines, à un moment, elles décollent parce qu'elles ont des apports d'une autre discipline. Moi, dans mon domaine, par exemple, la biologie moléculaire, c'est-à-dire la biologie de l'ADN, c'est quelque chose qui nous a révolutionné. Même pour l'inventaire de la biodiversité, moi, dans mon laboratoire, comment on étudie les champignons qui sont dans un morceau de sol ou dans une feuille de plante? On extrait l'ADN, on le séquence, comme on dit, c'est-à-dire qu'on regarde sa composition, et on dit, tiens, il y a telle et telle espèce, celle-là, c'est une espèce de pénicillium, ça, c'est une espèce inconnue de tel groupe, ça, c'est une espèce d'un groupe inconnu. Donc, tu vois, la biologie moléculaire a révolutionné la biologie dans sa capacité à comprendre comment marchent les organismes et qui sont les organismes vivants qui sont dans un milieu. Mais, en fait, ça part de l'import de concepts de la physique quantique qui va cristalliser sur l'ADN ce qu'est l'information génétique. On sait depuis longtemps qu'il y a des gènes, qu'il y a des choses qui sont transmises héréditairement, mais on ne sait pas dans quoi, comment. Et c'est avec l'aide finalement d'apports de la physique quantique. Il faut lire Qu'est-ce que la vie, hein, j'ai un trou, mais je crois que c'est Oppenheimer, du coup. Mais c'est un physicien qui écrit Qu'est-ce que la vie et qui, en fait, il décrit l'ADN, quoi. Il décrit, en fait, qu'est l'information génétique, qu'est-ce que c'est. Et à l'époque, on ne sait pas que c'est dans l'ADN, mais il te décrit l'objet qui peut porter l'information génétique, les gènes qui passent de génération en génération,
Et c'est la description de l'ADN. Ok. Avant cette découverte. Et en fait, ça va inspirer tout un tas de recherches qui vont transcender la biologie. Donc, c'est un exemple. Justement, on voit bien que la biologie, elle est rien sans les autres sciences, hein, parce que c'est bien d'expliquer que les autres sciences sont rien sans la biologie, mais des fois, faut un petit peu balayer devant sa porte. C'est un exemple, ça, les imports de la physique quantique vers la biologie et la découverte de l'ADN et son utilisation ensuite pour comprendre le vivant, de la façon dont une discipline peut en transcender une autre. Maintenant, quand tu regardes comment on est formé, en fait, à partir d'une formation initiale où effectivement on a un peu toutes les disciplines, lentement on s'enfonce dans des ornières où on n'a finalement plus qu'un enseignement d'une discipline. Et on apprend à voir le monde par cette discipline, qui d'ailleurs prétend au passage voir tout du monde, alors que c'est pas vrai. Parce que à côté, dans une autre discipline, les gens ils voient un monde différemment. En fait, on apprend à loucher. Tu vois, avoir créé plusieurs images du même monde, alors que normalement il n'y a qu'un seul monde. Une image par l'économie, une image par la sociologie, une image par... Voilà. Et en plus, ces images, chacune, sont censées être universelles, c'est rendre compte de tout, alors qu'en fait, quand tu regardes dans le détail, il y a des incohérences. Je veux dire, le statut positif qu'on donne à la compétition en économie, peut-être pas d'ailleurs tous les économistes, hein, mais qu'on donne dans l'économie, dans les pensées économiques mainstream à la compétition, le biologiste il est mort de rire, puisque la compétition se définit en biologie comme ce qui abîme le fonctionnement des compétiteurs en présence et qui les rend moins efficaces à remplir leurs fonctions et à avoir des descendants. Donc la compétition, c'est en gros c'est la double plaie, quoi, la double peine. Les deux protagonistes fonctionnent moins bien, ont moins de descendants, vivent moins longtemps. Et d'ailleurs en économie c'est aussi un peu vrai si on y pense, hein, mais c'est pas toujours dit. Je sais pas si tu sais, mais les Français ils dépensent 500 € en publicité tous les ans. C'est-à-dire c'est-à-dire que derrière un truc que t'achètes, je sais pas moi, ce verre par exemple, la boîte elle fait de la pub. Elle la paye sur le prix du verre. C'est-à-dire que ton verre il est un peu plus cher parce qu'il paye aussi la publicité pour la boîte qui fait ce verre. Ouais. Tu vois ? Okay. Et au total, en coût caché dans ta consommation, il y a 500 € de pub par an. C'est énorme, hein ? Par personne. Ouais, par personne et par an, en moyenne en France. C'est colossal. Et ça, ça montre bien que c'est nuisible. Oui, la pub, je rappelle, c'est la façon de faire de la concurrence. La compétition. C'est la façon d'essayer de vendre plus tes verres que l'autre boîte qui fabrique des verres aussi. C'est la plus jolie manière de le faire. Donc la pub, c'est un exemple. C'est aussi une nuisance esthétique et sonore, hein, et sur Internet et tout ce que tu veux. Ouais. C'est un exemple où une concurrence non ménagée, non organisée, non limitée, mène en termes d'excès et de nuisance. C'est bien ce que je dis. La compétition mène à des désastres comme la publicité. C'est pas qu'il fallait pas un peu de pub. Et moi, je préférais que ces 500 € servent à payer un Gugus, un vrai homme, un vrai emploi, d'un type qui ferait des tableaux comparatifs des produits identiques, mais de marques différentes. Et moi, j'aurais qu'à consulter ces tableaux au lieu de me prendre une nana pulpeuse qui essaie de me vendre une voiture ou un cow-boy qui essaie de me vendre du beefsteak. Hein, je préférais moi avoir un tableau comparatif des qualités du produit par l'entreprise A, l'entreprise B, l'entreprise C. Par exemple, t'as trois packs de lait en face de toi ou peut-être un truc un peu plus complexe. Ce que tu voudrais, c'est pas avoir la belle marque et la jolie image. Tu voudrais avoir une vache sur l'un. Ce que tu vas avoir comme apport nutritif, la qualité de. Et tu compares. Alors tout ça, simplement. C'est pas gratuit, hein, de faire des comparaisons comme ça. Et il faut de l'argent, mais moi, je veux bien payer 500 € par an pour chaque fois que j'achète un truc, pour pouvoir avoir le comparatif, quoi. Ouais, redépenser cet argent-là. Mais c'est pas organisé comme ça. Comme on n'organise rien, ça sert qu'à payer de la pub, des étiquettes plus grosses que l'étiquette du voisin, des couleurs plus vives que l'étiquette du voisin. Ouais. Il faudrait faire comme sur les paquets de cigarettes, tu sais, genre tout doucement, ils ont mis fumée dessus tout petit peu, après de plus en plus, et maintenant, tu vois, la marque, elle est toute petite. Il faudrait faire pareil pour tous les aliments, genre donner en même temps, la valeur nutritive et que la marque soit plus petite. Dans mon livre, je trache pas les publicitaires. Hein. Je dis à un moment que cette vision du monde, cette compréhension du monde et de sa complexité, de ce qu'on est, on a besoin de gens qui soient capables de créer des imaginaires autour, de créer des représentations, et que ça, les scientifiques n'y arrivent pas. Parce que ce savoir-faire, c'est celui des publicitaires. Ils peuvent te vendre une brosse à chiottes. Hein. Donc, c'est des gens qui ont un grand savoir-faire pour arriver à représenter positivement et à créer du désir autour de quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, notre image du monde, nous, scientifiques, on a produit les données brutes. Et par exemple, on a besoin des publicitaires. Tu vois, mon propos n'est pas de distribuer les mauvais points. Toutes les disciplines contiennent le meilleur et le pire, et tous les savoir-faire contiennent le meilleur et le pire. Et je pense qu'on a besoin de publicitaires pour faire passer les enjeux de la biodiversité ou du climat auprès de la population. Bon, comme on n'a pas de fric pour les payer, ils continuent à nous vendre des voitures qui sont pas bonnes pour le climat, ou des pesticides ou des insecticides qui sont pas bons pour la biodiversité. Donc l'enjeu, en fait, le vrai enjeu pour toi, peut-être une des raisons principales pour lesquelles tu fais tes bouquins, ce serait
sensibiliser les gens à la science et à ce qu'elle peut leur dire d'eux-mêmes. Voilà, exactement. Dans leur quotidien. Ouais. Tu vois, le but, parce que ça va leur faire un vrai bien. Raconter une histoire, c'est de raconter aux gens leur histoire. Sauf qu'on est tellement dépendant de la biodiversité, tellement dépendant de la nature et tellement issu évolutivement de ça, qu'à un moment, ton histoire, baron, c'est l'histoire de la biodiversité, c'est l'histoire de l'évolution, c'est l'histoire des microbes. Désolé, je te parle de toi, mais pour ça, je suis obligé de parler d'autre chose. C'est ça un peu le raisonnement du livre. Ouais. Mais c'est un livre pour l'homme et sur l'homme. Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais. Il y a vraiment une dimension sociale un peu dans ton travail, parce que quand tu penses écosystème, évidemment, tu penses à écosystème à toutes les échelles. Et je trouve ça beau. En fait, moi, j'ai vraiment eu l'impression de voyager de la bactérie dans mon corps à tout doucement les arbres, tu vois, sous la terre, l'arbre, le truc, et comprendre après, à la fin, tu finis sur un truc un peu plus politique. Et du coup, j'ai vraiment fait un voyage de l'intérieur vers l'extérieur. Après, il faut que je te dise mes impuissances aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai beau montrer un point d'horizon qui serait désirable et qui sans doute fonctionnerait bien par rapport à notre façon de manger, notre agriculture, notre gestion des déchets, tu vois, ou notre gestion de notre vie sexuelle, parce que c'est aussi un truc que j'aborde dans le livre. Alors ça, c'était délicat, hein, parce que c'est un livre qui parle du viol, par exemple. C'est un sujet qu'on n'aime pas aborder, mais moi, en toute honnêteté, je dois parler de ça aussi, parce que quand même, tu vois, je parlais avec ça. On a vu un film hier soir avec ma femme. Et puis il y avait une fille à un moment qui avait très peur en rentrant dans sa voiture parce qu'il y avait des mecs bizarres autour. Et elle m'a regardé, elle m'a fait, tu vois, ça, on le vit tout le temps. Et j'ai réalisé que moi, en tant qu'homme, je l'avais jamais vécu. Donc, et ça m'a fait plaisir parce que ça m'a conforté dans cette idée qu'il faut qu'on parle de ce qu'est notre sexualité et des accidents qu'il y a. Il faut vraiment qu'on en parle parce qu'on le doit à une partie de la population. Et là, voilà un des trucs qui tuent d'ailleurs. Qu'est-ce que tu dis par exemple dans le livre sur le viol? Est-ce que d'abord, moi, j'essaie de m'inscrire en faux contre l'idée que tout est biologique ou tout est culturel. Aujourd'hui, on a tendance à dire que le viol est culturel, mais moi, ce que je sais bien comme biologiste, c'est que dans toutes les espèces animales, c'est les mâles qui violent. Et il y a même des espèces dans lesquelles le viol a sélectionné les organes du viol. Tu sais, la mouche scorpion, par exemple, c'est une mouche qui a... les mâles, ils ont une pince qui leur sert à maintenir la femelle en position d'accouplement. Tu coupes la pince, les femelles consentantes. L'accouplement se passe parfaitement, mais vraiment, les pas consentantes, elles s'en vont. Bon. Donc, tu vois, moi, en tant que biologiste, je vois que c'est toujours les mâles qui violent, que ça a même sélectionné des organes dans certaines espèces. Je dis, donc, dans l'espèce humaine, et je visite ça un peu plus subtilement, là, on y va à la truelle, on y va vite, il y a des racines biologiques au viol. Voilà. Je le justifie pas. Depuis tout à l'heure, je t'ai dit, la nature est pas bien faite. Depuis tout à l'heure, voilà, quand je décris la plaque dentaire, par exemple, en disant que c'est des bactéries qui se développent sur la dent, qui font une plaque qui s'épaissit et qu'au cœur de cette plaque, vers le 5-6e jour, c'est un peu comme la création, il y a des bactéries qui arrivent et qui commencent à faire des trous dans les dents et ça fait des caries. Bon, je justifie pas les caries ou la plaque dentaire. Je te donne envie de te brosser les dents, je pense. J'espère. Tu vois, bon, quand je dis qu'il y a des racines biologiques au viol, ce que je veux, c'est que dans l'éducation, on dise, voilà, au fond de nous, hommes, on a ce risque de viol. J'explique dans le livre l'intérêt qu'il y a à violer dans le monde biologique. Qui, en plus, n'est même plus un intérêt. C'est juste de faire plus de descendants. Hein. Mais aujourd'hui, c'est même plus le cas. Aujourd'hui, chez nous, cette logique héritée du passé erre somnambuliquement. Parce que c'est pas parce que tu violes une femme que tu as plus de descendants. Ça ne joue plus du tout. Sauf que c'est encore là parce que c'est notre passé sélectif. Et sans culpabiliser les jeunes garçons, faut leur apprendre qu'ils ont ça au fond d'eux. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des déterminants culturels. Tu vois, par exemple, il y a toute cette idée qu'un garçon doit quand même un peu aller au-devant des filles, savoir s'imposer. Bon, ça c'est très malsain. Hein. Il y a aussi, dans ce pays, il y avait un moment, le crime passionnel était une circonstance atténuante. Tu harcelais une fille au point de la tuer, et oui, mais c'était la passion, alors c'était atténuant. Il y avait que des hommes qui avaient droit à ça. Là, c'est un moment où la culture amplifie le biologique. Si tu sais pas quel est ton héritage biologique, tu peux pas le gérer culturellement. On revient à ce que je disais, tu vois. Et si tu sais ce qu'il est, la culture peut servir à le corriger. Donc je nie pas que nos comportements sexuels soient culturels. Je dis qu'ils sont aussi biologiques. Et qu'il vaut mieux savoir ce que la biologie, notre nature profonde, sans jeu de mots, c'est ce qu'on a hérité de notre évolution naturelle. Ce que notre nature profonde nous impose, faut le savoir pour le gérer. C'est pas du tout. Alors, souvent, quand je raconte ça en conférence, on me dit, mais vous n'avez pas peur que ce soit utilisé par d'autres gens pour faire l'apologie du viol? Et moi, je réponds très simplement. Jusqu'ici, on n'a pas réussi à extirper le viol.
Enfin, faut le voir, quoi. Enfin, il faut regarder MeToo, faut entendre. Donc, ça vaut peut-être la peine d'essayer de se dire, bah, voilà, il y a une racine biologique, et comme on a compris que la nature est pas nécessairement bien faite, bah, ça, on va le gérer. Mais explicitons le problème. Ça se tente. De toute façon, il y aura toujours des abrutis qui essaieront de justifier le viol. Mais il faudrait qu'on ait collectivement l'impression que c'est insupportable. Ce qui est pas encore le cas, parce que nous sommes biologiquement et parfois culturellement prédisposés à l'accepter, voire à en faire une valeur. Et moi, je veux pas ça. Hein. Tu vois, je dois à mes lecteurs, alors que j'ai vraiment pas envie de parler du viol. Ouais. Il y a cette notion. Mais j'ai pas envie de parler de l'asthme non plus, ou de la plaque dentaire. Ouais, c'est ça. Il y a cette notion, en fait, ce qui se passe quand tu lis un peu quand tu déconstruis un peu ces idées et que tu les reconstruis avec ton regard scientifique. Il y a un rapport à la vérité. Tu vois, effectivement, on a tendance à un peu dire que la nature est bien faite, qu'il y a un équilibre, un machin, que c'est une harmonie, que c'est beau. Voilà, ouais, c'est ça. Il y a vraiment tu vois les petites, l'image un peu floue et puis enfin bon, bref, tu vois la belle image des champs, quoi. Toi, tu ramènes juste un peu genre non les gars, la nature c'est magnifique, mais c'est aussi des choses affreuses. C'est le sida, c'est la tuberculose, c'est les cancers, c'est. En fait, souvent quand tu tapes biodiversité sur Internet, tu cherches des images. T'as des tortues qui nagent parmi des poissons multicolores, des forêts croulant d'orchidées épiphytes. Bah, on parlait du sida, on peut parler du SARS-CoV-2, du virus de la rougeole, de la tuberculose, de la poliomyélite. C'est de la biodiversité, tout ça, hein? Ouais. Ouais. Et donc, le truc, c'est que, bien sûr, que globalement, il faut protéger la biodiversité parce qu'en réalité, derrière, il y a des fonctions qui nous permettent de vivre. Mais il y a une partie de la biodiversité qu'il faut quand même gérer et tenir à distance. Je veux dire, quand tu fais un champ de blé, c'est pas juste pour élever les champignons pathogènes du blé. Faut que tu bouffes aussi. Donc, moi, je suis pas en train de dire qu'il faut éliminer une partie de la biodiversité. Je suis en train de dire que, bon, à un moment, il faut créer une dynamique où la partie de la biodiversité qui nous est pas favorable, on va la mettre de côté, parce que, de fait, toute la biodiversité n'est pas bonne pour nous. Après, il faut bien voir que c'est pas en éliminant tout ce qu'il y a autour de nous qu'on résout le problème, parce qu'en réalité, dans cette biodiversité, il y a plus de choses dont nous dépendons positivement que de choses qui peuvent nous nuire. Ouais, c'est ce que tu disais au début, par exemple, les choses deviennent un peu trop propres et stérilisées, quoi. Un petit peu. Et la biodiversité est devenue propre dans nos esprits, elle est jolie et propre. Et alors qu'elle est, quoi, voilà. Et puis c'est à nous d'en faire le meilleur pour qu'on vive bien. Mais aussi, alors ça c'est un truc important dans le livre, pour que nos enfants héritent de ce qui leur permettra à eux aussi de vivre bien. Parce que tu sais, quand le dodo disparaît, c'est fini. Il y a souvent cette espèce de fantasme, ça aussi c'est quelque chose qui est pas réaliste du tout. Que, ah ouais, mais on va ressusciter le dodo. On va trouver des petits bouts d'ADN par-ci par-là, et on va refaire un dodo. Ou alors on va ressusciter le mammouth. Mais est-ce que tu as réfléchi 2 secondes que c'est pas vrai? Enfin, dans l'état actuel des connaissances, c'est très difficile à faire, mais tu vas faire un mammouth. Peut-être tu vas pouvoir en faire un et une. Ce serait une bonne idée, parce que il ferait des enfants. Et quand ces enfants, ils seront nés, ils vont faire des enfants avec leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Ouais, ce sera consanguin. Ouais. Ah bah oui, ce qu'il faut, c'est créer 5000 mammouths différents. Et là, tu auras une espèce capable de se développer. Parce qu'une espèce, c'est de la diversité génétique qui permet que les descendants ne soient pas interdits par des croisements frères-sœurs. Eh ouais. Puis j'imagine aussi que le mammouth, génétiquement... il est mort. Donc ça veut dire que, tu vois, et le dodo aussi. C'est-à-dire que chaque fois que tu perds une espèce, dans l'état actuel des connaissances, et je pense pour assez longtemps, on ne peut pas revenir en arrière. Et j'imagine qu'on ne doit pas. Et si l'espèce, elle a disparu à un moment donné dans l'histoire, si tu la réintègres aujourd'hui, à mon avis, elle va causer dans l'écosystème, elle va causer c'est sûr que un problème. Exemple, en France, je vois pas très bien où est-ce qu'on va foutre les mammouths. Hein. Oui, non. Ouais. C'est un détail, parce qu'on est dans un zoo, mais ce sera toujours pas une espèce. Ce sera 2 mammouths au zoo. Voilà. C'est un joli tableau vivant, quoi. Dans le bouquin, tu parles aussi pas mal d'agriculture, et comme t'es spécialiste des sols, c'est quand même bon de t'entendre parler d'agriculture. Par exemple, je me disais là, un agriculteur qui fait de la monoculture, je sais pas, du blé en France, là, qui a un champ, qui lit ton bouquin et qui se dit, moi, je veux changer, je veux arrêter de faire de la manière dont je fais. Comment il peut faire et qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, il y a 2 grandes innovations aujourd'hui en agriculture. Il y en a une qui est le bio, qui n'utilise plus de pesticides de synthèse. Bon, il y a encore du cuivre par-ci par-là. On laboure le sol parce que c'est la façon de désherber. Donc ça, c'est pas parfait. Hein. C'est pas parfait pour les sols. C'est mieux. C'est vraiment pas parfait pour les sols parce que le labour, c'est l'érosion.
Donc on perd les sols qu'on laboure. Ça, on le méconnaît. Hein. Ok, d'accord. C'est-à-dire retourner la terre, l'aérer, c'est pas bon. L'aérer, puis surtout la laisser nue et déstructurée, t'as de l'érosion. T'augmentes l'érosion d'un facteur 10 à 20. Donc, mais le bio, par contre, moi je mange bio. Et le bio, il est tiré par la consommation, lui. Il est tiré par la consommation. D'ailleurs, avec la baisse de consommation de 5 à 6% de bio en année courante ces derniers temps, il s'écroule un peu. Il y a des gens qui se déconvertissent, puisque c'est une conversion en bio, c'est une déconversion. Donc, il y a le bio qui est tiré plutôt par la demande, parce qu'il est un peu plus coûteux à produire. Bon. Et puis, il y a l'agriculture de conservation, qui laboure plus. Mais alors, par contre, au moment de désherber, comme t'as pas à labourer et que t'as plein de trucs qui ont poussé quand tu vas semer, elle utilise des herbicides, comme le glyphosate. C'est quand même meilleur pour le sol parce que le labour est plus grave que le glyphosate. Même si le labour mécanique, oui, c'est plus grave que le glyphosate. Pour la santé? Pour les consommateurs? Pour le sol. Pour le sol. Mais pour les consommateurs? C'est pas terrible. Non, mais tu vois, tu te retrouves entre le bio, qui est bon pour le consommateur et pas trop pour les sols, et l'agriculture de conservation qui est bonne pour le sol et pas trop pour le consommateur. On a un problème. Sachant que le consommateur, il mange au moins autant de glyphosate quand c'est du conventionnel. Donc maintenant, si tu te places dans un pays où tu as 10% de surface en bio, 4% en agriculture de conservation, tu as 86% qui est en conventionnel, où tu as autant de glyphosate. Donc avant de faire un procès à ceux qui font de l'agriculture de conservation parce qu'ils utilisent du glyphosate et qu'il faudra qu'ils trouvent d'autres façons de faire, avant de faire ça, il faut que tu réalises que déjà, eux, ils labourent plus. Donc les sols cessent de disparaître. Donc le bio, il est bon pour ta santé, mais il n'est pas parfait pour les sols, même s'il est un peu mieux que le conventionnel. L'agriculture de conservation, elle est très bonne pour les sols, elle est un peu moins bonne pour la santé, et de ce point de vue-là, elle fait pas mieux que l'agriculture conventionnelle. Et si tu veux, ces deux agricultures-là, la deuxième, l'agriculture de conservation, en fait, comme elle marche mieux, les sols sont plus productifs. Donc elle se propage d'elle-même, alors même qu'il n'y a pas de demande des consommateurs. Ça, c'est intéressant. Hein. Les agriculteurs, c'est une profession vraiment passionnante, qui est injustement méprisée, et qui fait d'ailleurs, dont les syndicats font tout ce qu'il faut pour être méprisé, hein, et qui pourtant, une agriculture, elle fait le paysage, elle peut faire la santé, elle fait l'alimentation, elle peut faire le cycle de l'eau si elle est bien faite, elle peut faire la qualité de l'eau. Tu vois, c'est trop bien, quoi. Et les agriculteurs sont pas des cons, c'est juste qu'ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre des agricultures alternatives. Et le savoir aussi, j'imagine. Exactement. Donc, aujourd'hui, il y a des espoirs du côté de ces deux agricultures, le bio et l'agriculture de conservation, sachant que demain, il faudra un bio qui laboure plus, et demain, une agriculture de conservation qui glyphosate plus. Bon. Mais il y a effectivement des perspectives positives. Alors, un agriculteur qui veut changer, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a des chambres d'agriculture qui organisent, c'est très marginal, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, justement, mais qui organisent des formations. Idéalement, il devrait y avoir, mais ça, il faut que ce soit les concitoyens, nos concitoyens qui le demandent, des fonds pour se convertir. Bon, aujourd'hui, tu vois, l'aide à la conversion en bio, c'est 60 millions d'euros par an. Et puis, il n'y a pas d'aide à la conversion en agriculture de conservation. Ça se fait plutôt parce que ça marche bien. Donc, mais ça demande de se rééquiper. Tu vois, c'est pas les mêmes semoirs. C'est pas le même outillage agricole. Donc, aujourd'hui, il manque un peu de volonté citoyenne pour aider financièrement à ces transitions. Mais pour l'agriculteur qui veut transitionner, il y a quelques guichets. Et il y a surtout le partage de connaissances avec ses pairs. Parce qu'il y a toujours des gens dans le coin qui sont passés en bio, des gens qui sont passés dans l'agriculture de conservation, et souvent, ils sont heureux. Moi, je vois des agriculteurs souvent plus épanouis, déjà parce qu'ils ont une image dans l'opinion qui est différente, et c'est souvent des gens qui rayonnent pas mal, notamment en termes de transmission du savoir-faire, d'accueil de stagiaires, ou de choses comme ça. Voilà, donc ce que je pense, c'est qu'il existe effectivement des gens qui vont te permettre, dans ton bassin de production, avec tes productions et ton type de sol, de faire une transition vers l'autre agriculture. C'est pas les livres de Marc-André qui font la transition. Les livres de Marc-André, ils montrent le point de l'horizon. Mais, comme je te disais tout à l'heure, le chemin vers l'horizon, il est parfois difficile à trouver. Il faut avouer ses impuissances. Aujourd'hui, c'est surtout comment faire transition qui pose problème. Et la transition, d'ailleurs, t'en parles, en disant que c'est pas une transition, mais une évolution, un équilibre dynamique permanent. Il faut bien comprendre que là où on va après, on s'apercevra qu'il y a des trucs qu'on ne fait pas bien, et il faudra refaire transition. Et donc, les transitions, il faut les enchaîner à la queue leu-leu, parce que ce qu'il faut viser, c'est d'évoluer. D'ailleurs, on évolue perpétuellement. Regarde, l'agriculture, elle n'a pas cessé d'évoluer ces dernières années. Même celles des années 50, on ne la reconnaît pas aujourd'hui. Enfin, on n'en voit pas tellement l'image aujourd'hui. Il faut effectivement se voir en transition permanente, et quelque part, pour bien illustrer que les transitions posent problème quand elles sont faites, il faudrait rappeler que
quand on a inventé les pesticides, quand on a inventé les engrais minéraux, la question c'était d'avoir à bouffer tous les jours. Il y avait une famine tous les 5 à 10 ans en Europe, au 19e siècle. Et avec les engrais minéraux, qui sont pas si bons que ça pour les sols, qui finissent par fuir dans les eaux courantes, enfin, il y a plein de problèmes avec les engrais minéraux, y compris de prix pour les agriculteurs. Ça contribue à les ruiner. Et les pesticides, avec les engrais minéraux d'usage et les pesticides, on a régularisé la production alimentaire. Aujourd'hui, notre problème, c'est plus la quantité, mais c'est la qualité. Parce que finalement, les moyens qu'on a eu de faire la quantité régulière avec les engrais minéraux et les pesticides, ça dégrade l'environnement, ça dégrade notre santé. Et ça dégrade d'ailleurs surtout la santé des agriculteurs qui souffrent, par exemple, d'un plus 50% de lymphome par rapport à la population moyenne, plus 13% de Parkinson à 55 ans. Donc, clairement, aujourd'hui, la solution d'hier devient le problème d'aujourd'hui, tu vois, et ça veut dire qu'il faut continuer à changer. Parce qu'on va pas revenir non plus au 19e siècle. Le but, c'est pas de recommencer à crever de faim tous les 5 ans, tu vois. Il faut empiler les aspects positifs et évacuer les aspects négatifs, faire un inventaire permanent de la connaissance, se voir en mouvement perpétuel. C'est vrai qu'on a tendance à voir la société, même le monde entier, comme quelque chose qui est là et qui va pas spécialement bouger, que ce soit les frontières, que ce soit je sais pas, les populations, les choses comme ça. Le monde est en constante évolution. Il faut pas croire que, je sais pas, la démocratie, c'est un acquis et que ça partira plus jamais. Culturellement, il faut continuer tout le temps. Ouais. Ton exemple est juste. En fait, on est en évolution permanente et c'est obligé parce que les autres évoluent autour de nous, les autres espèces. Par exemple, des maladies de pangolins viennent nous faire chier, tu vois. Les autres espèces, les autres dans l'évolution culturelle, qui est une forme de l'évolution biologique, hein, je l'explique dans le livre, ça marche pareil. Dans l'évolution culturelle, les autres évoluent, donc ça t'oblige à bouger. Il y a un moment où ils inventent une nouvelle façon de produire des voitures, bah toi, ta façon de produire des voitures, elle est plus concurrentielle. Donc, l'évolution des autres au sein de l'espèce et entre les espèces nous force d'évoluer en permanence, que ce soit biologiquement ou culturellement. Ce qu'on veut, parce que l'évolution biologique, c'est pas drôle, hein. En fait, ça passe par l'élimination de ceux qui sont pas adaptés. Donc aujourd'hui, on veut pas attendre que les gens sensibles à la Covid meurent et qu'il reste que ceux qui sont insensibles. Aujourd'hui, ce qu'il faut à plein pot, c'est utiliser notre évolution culturelle pour nous adapter. Ouais. Mais se voir vraiment en mouvement. À l'heure, en plus de, je sais pas, je pense à l'intelligence artificielle et là, on a vu qu'il y avait les robots, Tesla, ils ont sorti leurs robots, tout ça. Alors, à l'heure où ces trucs-là émergent et commencent à rentrer dans la société, s'adapter, ça va être le quotidien de tout le monde. Ah bah oui, mais il y a déjà des professions qui sont sévèrement impactées. Dans l'indifférence à peu près générale, aujourd'hui, être traducteur, ça n'existe plus. Il y a encore quelques traducteurs qui sont utilisés pour des trucs de grande qualité, des traductions fines de poètes chinois ou de prix Nobel de littérature sud-américain. Mais pour la traduction de base, maintenant, l'intelligence artificielle fait très correctement, pas très finement, mais très correctement le travail. Donc il y a des tas de gens qui sont au chômage là, ça a commencé. Et ça, c'est un truc inquiétant, c'est que cette évolution culturelle, elle va galopante et on la gère pas. Non, on la laisse faire. On l'a même pas identifié comme quelque chose qui peut, comme toujours l'évolution, c'est le cas de l'évolution biologique, faire le pire et le meilleur. Tu vois, l'évolution biologique, elle a fait le SARS-CoV-2, mais elle a fait la femme. Elle a fait la femme. Bah oui, la femme, c'est quelque chose qui a évolué biologiquement. Ah oui, l'évolution, pardon. Et pour l'homme que je suis, la femme, c'est quand même, c'est la moitié de soi-même. C'est ça. Ouais. Enfin, bon, moi, je suis hétéro, donc mais même si on est homo et qu'on aime son sexe, c'est le produit de l'évolution. Et donc, c'est aussi un truc super, quoi. Non, ouais, puis biologiquement, c'est bien. L'évolution fait le pire et le meilleur. L'évolution biologique, l'évolution culturelle aussi. Sauf que on la pilote pas, l'évolution biologique non plus, et elle n'est pas consciente de ce que c'est et comment ça fonctionne. Et vraiment, c'est ouvrir les yeux sur ce que sont ces processus d'évolution, sans naïveté, sans croire que la nature est bien faite, redisons-le, que j'essaie de proposer au lecteur dans les toutes premières pages, parce que cette vision évolutive des choses, se voir en changement biologique et surtout culturel pour nous, c'est vraiment la trame de la compréhension de tout ce qui suit. C'est vrai que je commence par ça, dans l'ordre des priorités pour rebâtir une autre vision du monde. Ouais, tu vois, moi, c'est exactement ce qui m'intéresse, c'est faire évoluer la vision que chacun a du monde. Je pense que c'est la seule manière de s'adapter correctement, en réalité, d'être informé scientifiquement. Il y a un terme philosophique que j'aime beaucoup, moi, que j'utilise alors avec parcimonie, parce que mon éditrice me dit « mais non, mais personne ne comprend ça », et elle a sans doute raison. Alors c'est le moment de signaler, de parler de Mathilde Van Droy, qui est mon éditrice, qui relit mes livres et qui souligne notamment des fois des obscurités. Mathilde,
Et aussi ma prof de français de terminale qui relit mes livres d'ailleurs. Ok. Alors on va dire, on va aussi prononcer le nom de Françoise Maréchal, mais c'est des gens qui aident finalement à atterrir dans le lisible et dans le compréhensible. Et Mathilde me dit souvent ce terme-là, bon, venons-en au terme. La Weltanschauung, la vision du monde. C'est le terme philosophique pour la façon dont on perçoit le monde, la façon dont on jette ses yeux, Anschauung, sur le monde. Et die Welt. Et ça, c'est vraiment important parce que, en fait, pour l'instant, notre vision du monde, comme on l'a pas vraiment construite consciemment et que les cours de SVT 1 heure par semaine et rien en primaire, voilà. Elle est construite, je l'évoque, de lambeaux de la Bible, de petits morceaux de vision de la Renaissance, de petits morceaux de l'époque classique, de petits morceaux du 19e, de dessins animés de Walt Disney, de contes pour enfants. Voilà, le loup qui mange le chaperon rouge est plus présente dans les mentalités que la notion, tiens, alors je vais lâcher le mot, puis on va pas en parler, de tragédie des biens communs. Alors que la tragédie des biens communs est une grille de lecture de ce qui arrive à l'humanité absolument fondamentale. Eh ben oui, mais ça, voilà, tout le monde sait que le petit chaperon rouge, il a été mangé par le loup. Ouais. Tu peux alors que les loups mangeant des hommes, bah t'as vu, il y a des loups en Europe en ce moment. Bon, ils n'ont pas encore bouffé beaucoup de gens. Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment comme on n'a pas pensé notre Weltanschauung, et qu'on n'a pas documenté dans les faits disponibles, eh bien, on a des tas de merde qui traînent dans notre cervelle à propos de la nature. Alors, redis-moi ton terme, c'est quoi le terme ? Weltanschauung, la vision du monde. En quel... C'est allemand. C'est allemand. C'est allemand. C'est un terme Ils ont des mots philosophique. intéressants, les Allemands. Zeitgeist, par exemple. Zeitgeist, l'esprit du temps. Ouais. Oui, mais alors, tu vois, bon, alors ça n'a rien à voir, mais l'allemand est une chouette langue pour la philosophie parce qu'elle fait des mots composés. Zeitgeist, c'est l'esprit du temps. Et donc, en bricolant comme ça peut être très long des fois. Mais c'est une langue qui se prête très très bien à l'incarnation des concepts philosophiques. Bon, mais après ça, c'est des mots. Derrière, il y a des idées, et ces idées, on n'a pas besoin d'allemand pour les mettre en œuvre. Ce qui est important de comprendre, c'est que ton Weltanschauung, celui-là, voilà. La vision du monde. Voilà, que chacun a, elle est propre à tout le monde. Tu vois, c'est-à-dire que la mienne n'a rien à voir avec la tienne, qui n'a rien à voir avec celle du voisin. Et on est tous dans un Weltanschauung, qui est alors, absolument unique. Mais en partie, mais en même temps, on a aussi des trucs en commun qui sont ces héritages culturels, tu vois, non maîtrisés, et qui sont plus des héritages, tu vois, du Walt Disney, des images de la Renaissance ou de la Bible, que des images modernes. Donc on a quand même un fond commun dans notre vision du monde qui est culturel. Ouais, qui nous est apporté de l'extérieur. Il a beaucoup parlé de ça. Il a montré que les Occidentaux justement avaient distancié la nature de la société. Il avait vu la nature comme chose de distinct de la société, alors que les liens, j'en parle tout le long du livre, sont extrêmement étroits. Et ça c'est partagé par tous les Occidentaux, par exemple. Tu vois. Donc il y a des déclinaisons individuelles. Tu as tout à fait raison. Et puis il y a un socle commun qui est vraiment pourri, quoi, parce qu'il repose sur rien de très moderne. Ouais. Rien de très voulu, souhaité, conscient. Ouais, testé et approuvé, quoi. Mais ouais, c'est ça. La science. C'est ça. La science peut amener des choses, même si, il y aura des choses à corriger. On l'a dit, il faut se voir en évolution perpétuelle. Mais, à chaque moment, il sort des choses qui peuvent intéresser le lecteur. Ouais, je sais plus, c'est une interview avec Neil deGrasse Tyson, je sais pas, un astrophysicien. Et quelqu'un pose la question, mais à quoi ça sert, je sais plus, le boson Higgs ou des choses comme ça. Et en gros, lui, il répond que quand on découvre un truc comme ça, on sait pas encore à quoi ça sert. Quand on a découvert l'atome, il savait pas encore à quoi ça allait servir. Et ça a fait... Les premières recherches sur les lasers ne laissent pas préfigurer qu'il y en aura sur toutes les caisses de supermarché. Ouais, par exemple, voilà. Et la science, ça sert à ça. Là, pour l'instant, on sait pas à quoi ça sert cette dernière découverte qu'on vient de faire, mais on va le faire, on va l'appliquer. Ça va s'intégrer dans la société sans personne s'en rendre compte. C'est important parce qu'il y a deux sciences qu'il faut pas opposer. Il y a la science qui sert immédiatement à quelque chose, genre une recherche sur l'amélioration des caisses de supermarché. Et ça, dans les années 70, tu vas travailler les roulements à billes et des trucs comme ça. Mais surtout pas le laser. Mais il y en a besoin aussi. On a des questions concrètes. C'est très important qu'une partie de l'argent qu'on met sur la table pour la recherche réponde à des questions que se pose à un moment la société. Bon. Tu vois, par exemple, moi, mon labo, aujourd'hui, qui a toujours fait une approche un peu fondamentale des relations entre les microbes et les plantes, on a quelques programmes. On en a un sur la vigne là, qui vient d'être financé, c'est une bonne nouvelle, qui cherche à voir l'effet des nouvelles pratiques, soit bio, soit de l'agriculture de conservation, sur la diversité microbienne des sols et sur le microbiote des plantes.
Donc, c'est important d'aller au devant de recherches qui sont des recherches, on va dire, appliquées. Mais il faut aussi de la recherche fondamentale à cause de ce que tu dis. Et il faut pas opposer les deux. Et très souvent, j'entends des petits sourires sur de la recherche fondamentale. Alors, c'est marrant d'ailleurs, parce que ça dépend laquelle. Hein. La recherche fondamentale sur les microbes, les gens disent... Par contre, des trucs sur Betelgeuse ou, comme tu disais, sur le boson de Higgs, là, c'est un peu plus noble. Hein. Bon. Mais c'est vrai que ça sert à rien pour l'instant. Et à 90%, il est à peu près certain que ça servira jamais à rien, sauf 10%. Ouais. Ce qu'il faut, c'est pas les opposer au sens où d'abord certaines équipes peuvent pratiquer les deux, et nous, on est fiers d'avoir aussi des recherches qu'on fait dans les champs, hein, et d'avoir à taper nos pieds avant d'entrer au labo parce qu'on sort de la glaise. Ouais. Ok. Et puis d'en avoir aussi où c'est vraiment des questions fondamentales qu'on se pose. On a de la recherche notamment sur les interactions plantes-champignons sur les plantes épiphytes de la forêt tropicale. Tu sais, les épiphytes, c'est celles qui poussent sur les arbres. Ouais. Il y en a à peu près aucune qui ait d'importance directe pour l'homme. Ouais. Donc ça, c'est de la recherche fondamentale. Et dans le même labo, et d'ailleurs souvent avec les mêmes outils, t'en as qui recherchent, qui regardent, voilà, la vigne. Quand on met dessus des petites ombrelles qui s'ouvrent quand il pleut pour éviter que les feuilles s'humidifient, on a moins de maladies. Et on suit ça de près, nous, en termes de microbes, parce que quand les feuilles sont pas humides, les maladies germent pas. Ah oui, il y a moins d'humidité. Pas mettre de pesticides. Ouais. Alors évidemment, il faut une ombrelle. Et ton ombrelle, elle s'ouvre. Alors c'est pas une ombrelle en fait, c'est une espèce de galerie en plastique qui se déploie sur le rang quand il pleut. Ouais. Mais donc c'est pas gratuit, c'est un coût carbone, hein, ok. Mais c'est pas mal quoi, parce que si tu peux te mettre de pesticides, grâce à l'ombre en fait, juste parce que parce qu'il y a plus d'humidité, n'arrive pas sur les feuilles. Elle va tomber par terre, donc la vigne, elle va pouvoir s'en nourrir. Mais tu n'humectes pas les feuilles. Et c'est comme ça que germent les maladies sur les feuilles. L'oïdium et le mildiou de la vigne, ils germent dans des gouttes d'eau. Oui. Okay. Et donc nous on étudie un petit peu ça pour voir ce que ça donne, parce que c'est une idée géniale, voilà. C'est une idée simple. Après, ça coûte cher de mettre. À appliquer, oui, mais l'idée elle est simple. Mais oui, l'idée est simple. Mais fallait penser. Ça mérite d'être évalué parce que ça a l'air d'être une bonne idée, mais voyons vraiment. D'accord. Parce que du coup, si la feuille est pas mouillée, est-ce qu'elle perd pas quelque chose? Elle est pas trop sèche? Peut-être qu'elle risque de sécher, peut-être qu'elle risque de voir proliférer des microbes qui sont pas sympas et qui craignent l'eau, mais qui d'habitude sont pas un problème. Enfin, tu vois. Et le raisin, est-ce qu'il perd pas du tanin, des choses comme ça? Il va y avoir des. Et donc, tu vois, les puristes du vin, ils vont. Je sais pas. Dans ces manips, en plus, on essaie d'aller jusqu'au mou, jusqu'aux qualités du jus qui va fermenter. Ok. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que dans ce labo, on fait les deux. De la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Il ne faut pas les opposer et il faut cesser. Dans l'industrie, on a parfois un certain mépris pour l'université. Bon, ça change. Pourquoi? Pour l'université, parce que les recherches et les données sont trop théoriques. Voilà, on dit ça comme ça. Ouais, c'est trop théorique, c'est pas assez pragmatique. Okay. Mais comme tu le disais tout à l'heure, de toute façon, le pragmatique de demain repose sur du théorique d'hier. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et qui dit ça? Qui dit que c'est trop pragmatique? Là, je j'ai pas de moins de données, mais. Mais quelle. Et d'ailleurs, tous les industriels ne sont pas de cette opinion-là, puisque Louis Gallois a publié une tribune dans Le Monde pour dire qu'on a besoin de plus de recherche fondamentale. C'est un ancien patron de la SNCF, c'est quand même quelqu'un qui est dans le domaine appliqué, hein. Donc, j'ai pas dit que tous les industriels étaient des cons. De nouveau. Hein. Mais je dis qu'on entend des fois ce propos qu'il y a des trucs qui servent à rien et qu'on ferait mieux de faire des trucs utiles. Et en réalité, qui sait à quoi sera utile ce que nous faisons aujourd'hui quand nous faisons de la recherche fondamentale? Ça n'empêche pas d'avoir aussi la recherche appliquée, répondant directement à des questions, donc relevant directement de l'utilité. Ouais. J'ai reçu, le dernier invité que j'ai reçu, c'est quelqu'un qui fait du biomimétisme, tu sais, pour les entreprises. Et en gros, du biomimétisme. Qui ça? Sidney Rostand, il s'appelle. D'accord. Ça, c'est un truc très intéressant. Ouais. Et apparemment, ils sont seuls à le faire en France. Ce serait le seul à le faire en France, en Europe, et peut-être même dans le monde. C'est-à-dire que quand une industrie, je sais pas, Airbus, a besoin de faire une étude, eux, ils recherchent dans la nature la meilleure solution, puisque la nature, c'est 4,5 milliards d'années de recherche et développement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Mais tu sais, mon livre, il fait pas autre chose. Il va chercher comment ça fonctionne dans la nature pour l'appliquer à tout un tas de problèmes qu'on se pose sur les déchets ou sur la production alimentaire ou sur la lutte contre les pathogènes ou sur la lutte, tu vois, contre les virus et les maladies humaines. En fait, si tu regardes bien le livre, l'idée du biomimétisme est derrière, c'est-à-dire d'aller chercher dans les règles du monde vivant des façons de mieux gérer nos problèmes.
Parce que souvent, quand on pense biomimétisme, on pense réponse à un problème technique très précis. Mais il y a aussi de l'inspiration à être trouvée dans la nature sur comment, par exemple, empêcher les pathogènes de se propager dans un champ. Ouais. Et oui. Et il y a des solutions à trouver dans la nature aussi sur des problèmes. Voilà. En fait, l'agroécologie. Tiens, je vais le donner avec un exemple plus clair. Ce qu'on appelle l'agroécologie, qui est l'ensemble de ces pratiques qui vont chercher dans les connaissances de l'écologie moderne d'autres façons de faire de l'agronomie. Bah, c'est du biomimétisme. Hein. Tu regardes comment fonctionnent les écosystèmes et tu t'inspires de modalités de fonctionnement pour faire de l'agriculture biologique, pour limiter la propagation des pathogènes. C'est une forme de biomimétisme écologique. Donc oui, le biomimétisme, c'est super intéressant. Et quelque part, c'est un peu cette façon de penser en se disant que dans la nature, il y a des leçons à prendre. Ouais. Et puis des mauvais coups à éviter aussi, puisque la nature n'est pas que bien faite. Ok, on s'en souvient. Il y a un concept qui m'a un peu que je trouve vraiment très intéressant dans ce truc-là, c'est le concept de One Health. Tu vois, quand tu dis que l'OMS, une seule santé en français. Ouais, une seule santé. L'OMS s'est mis avec l'OMSA. En fait, explique-nous un peu ce que c'est. C'est quelque chose qui est des grandes agences onusiennes, effectivement OMS, l'agence pour les épizooties, l'agence pour la qualité de l'eau, et maintenant l'agence de l'environnement. Ils se sont dit que finalement ils géraient des problèmes, en gérant des problèmes d'épidémie, de qualité de l'eau, de production alimentaire, ils se sont aperçus qu'ils géraient finalement, ça remontait aux mêmes causes et qu'ils se mettaient à gérer les mêmes choses. Et ça cristallise dans ce programme une seule santé qui dit qu'en fait il n'y a pas d'humain en bonne santé si autour les animaux sont pas en bonne santé et si l'environnement est pas en bonne santé. Alors comme je le fais remarquer, s'il y avait eu un écologue, on n'aurait pas parlé de santé de l'environnement. La santé, c'est une propriété des organismes. L'environnement, c'est une somme d'organismes. Et la somme a des propriétés différentes des parties. D'accord ? Donc, la santé d'un écosystème, ça veut rien dire. Tiens, je vais te donner un exemple. Tu prends une prairie verdoyante, tu bazardes dessus des métaux lourds, tu brûles tout d'abord, tu mets des métaux lourds, et tu étales bien des hydrocarbures. Alors là, c'est clair que pour ta santé, c'est mauvais, quoi. Faut surtout pas respirer ce qui sort du sol, et tu peux plus produire de carottes, et si jamais elles poussent, faut surtout pas les manger. Bon. On n'est pas bien. Mais tu t'interroges les bactéries et les champignons qui bouffent des hydrocarbures et qui sont tolérants aux métaux lourds, et qui enfin arrivent à s'installer là parce qu'ils sont pas emmerdés par les organismes qui habituellement dans un sol de prairie ou dans un sol de champ de blé. Tu fais un micro-trottoir, ils te diront, ah, super, l'environnement est en bonne santé, enfin. Le truc, c'est qu'en fait, l'environnement, il a différents modes de fonctionnement qui sont plus ou moins compatibles avec notre santé. Et donc, il n'y a pas d'erreur en disant qu'il y a des racines environnementales à notre santé. Il y a juste un but de formulation qui est de parler de la santé des écosystèmes ou de la santé de l'environnement. Bon, cette parentèle est cette enclose, mais qui montre une sorte de péché originel qui est l'absence d'écologie dans ce raisonnement, ou une insuffisance d'écologie dans ce raisonnement. Le fait, il est là. Aujourd'hui, on voit de plus en plus que notre santé, elle se détermine dans l'environnement. Et tu vois, il y a un chiffre qui vient de sortir là, en septembre, 2 chiffres qui viennent de sortir, d'un article de recherche qu'on doit à un économiste, hein, c'est pas un biologiste. Il a un petit peu regardé dans les comtés américains la disparition des chauves-souris. Les chauves-souris, bon, là-bas, elles ont attrapé une maladie qui vient d'Europe, la maladie du nez blanc. C'est un champignon qui pousse sur leur nez, donc il apparaît tout blanchâtre de champignons, et elles en meurent. Ou en tout cas, c'est très débilitant. Oui. Il y a donc des comtés où il n'y a plus de chauves-souris, d'autres où il y en a encore, parce que la maladie n'est pas arrivée. Et c'est un peu mosaïqué, donc géographiquement, ça fait plein de situations identiques. Il a regardé l'utilisation des pesticides. Ah oui, parce que les chauves-souris mangent des insectes. Donc quand t'as pas de chauves-souris, t'as plus d'insectes. Dans les comtés où il n'y a plus de chauves-souris, la consommation de pesticides a augmenté de 31%. Alors, quand tu arrives à ce point-là, tu te dis oui, bon, alors en fait, les chauves-souris, ça fait que ça coûte plus cher à l'agriculteur. Ah oui, c'est pas gratuit, hein, les pesticides, les insecticides, c'est pas gratuit. Bon, mais en fait, ces insecticides, ils circulent dans le milieu et ils sont pas bons pour la santé humaine. La mortalité infantile dans les comtés où il n'y a plus de chauves-souris a augmenté de 7,9%. Oh putain, ok. Et putain, oui, parce qu'en fait, tu vois, dans le livre en creux, quand on fait mal, il y a des morts. Hein. Et là, tu te dis, ah bah ouais, finalement, les chauves-souris, les molécules qu'il y a dans l'environnement, ça fait, ou ça défait la santé. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on découvre souvent, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, notre lien à la nature, parce qu'il merde. Mais en creux, tu vois, tu soutiens les chauves-souris, tu fais des haies pour qu'elles puissent nicher. Ah ouais, tiens, t'es dans un pays, toi, qui arrache 25 000 km de haies par an, et dont les impôts payent la replantation de 3 000 km par an. Tu vois le problème ? Bah, les haies, on les a arrachées parce qu'on avait des pesticides. Avant, s'il y avait des haies, c'est juste que ça empêchait les maladies.
de passer d'un champ à l'autre, physiquement, et au moins pour ce qui est des insectes, par le biais des oiseaux, des chauves-souris qu'il y a dans la haie. Eh oui. Et donc, si tu veux, tout ça, c'est des histoires atroces, mais si tu les retournes, c'est des histoires positives. Et en particulier, pour en revenir à One Health, une seule santé, demain, il faut qu'on trouve des fonctionnements de l'environnement, qu'on favorise des dynamiques des écosystèmes qui ne sont pas forcément en bonne santé en soi, mais qui sont compatibles avec la bonne santé de l'homme. Ça, c'est sûr, c'est là que ça se détermine. Il n'y a pas d'erreur sur ce sujet-là. Et l'erreur serait de ne pas avoir assez d'écologues à bord. Si demain, moi, je te donne le pouvoir là, de prendre des décisions pour le pays ou des choses comme ça, c'est quoi les choses que tu mettrais en place? Excuse-moi, mais je vais probablement refuser parce que moi, je veux avoir le temps de continuer à lire. Moi, ma passion, c'est de lire des articles. Tu vois, en venant, je lisais un article sur pourquoi les hommes aux yeux bleus préfèrent des filles aux yeux bleus. Ouais. Il y a des tests psychologiques et des calculs sur la population qui montrent ça. Ouais. Et il y a des bonnes raisons biologiques. Bon, quelles sont-elles du coup? Je veux savoir. En fait, le gène qui fait du bleu, en présence du gène qui fait du sombre, tu le vois pas. Et donc, si un homme aux yeux bleus fait des enfants avec une femme aux yeux bleus, ils auront les yeux bleus et il sera sûr que c'est ses enfants. D'accord. Ok. S'il fait avec une femme aux yeux noirs, ils auront les yeux noirs et évidemment, ça pourrait ne pas être les siens. Ça pourrait être, voilà. D'ailleurs, les hommes aux yeux bleus, après ces articles, sont plus jaloux dans des tests psychologiques, des hommes aux yeux bleus que des hommes aux yeux noirs. Pourquoi? Parce que c'est pareil. Si un homme aux yeux noirs fait des enfants, c'est détectable. À ta compagne, fait des enfants à ta compagne, c'est détectable. Si c'est un homme aux yeux bleus, c'est pas détectable. C'est pas détectable. Et on a biologiquement cette espèce de chose qui a émergé, c'est que quand t'as les yeux bleus, t'as intérêt à avoir une compagne aux yeux bleus, sinon les enfants dont tu t'occupes, ça risque de pas être les tiens. Ouais. Et tu peux pas le détecter. Donc, ça, c'est des vieux trucs biologiques. Parce qu'aujourd'hui, la fidélité d'un couple, il y a beaucoup pas plus, la couleur des yeux, c'est pas, tu vois. mais c'est un héritage biologique. Bon, moi, je veux continuer à lire des histoires comme ça, qui nous racontent cette part de biologique qui traîne au fond de nous, même si on est d'accord qu'il y a, dans le choix du partenaire sexuel et de la couleur des yeux dont on tombe amoureux, il y a beaucoup plus que de la biologie, on est d'accord. Mais il y en a aussi. Insidieusement au fond de nous-mêmes. Bon, moi je veux continuer à lire, pas que t'arrêtes donc de je veux lire. pas être ministre. Non, je veux pas te mettre ministre, je veux juste savoir ce que, en gros, dans les idées, là... Mais alors, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que tu ferais Sur quel bouton j'appuie? Qu'est-ce que tu fais, les trucs que tu fais en premier, si les plus importants. Tu sais que j'appuie sur le bouton de l'éducation. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut pas refaire des générations qui sont aussi oublieuses d'un fondamental qui est le savoir-vivre. Au sens, non pas d'être bien poli, d'être bien habillé, mais au sens de savoir ce que ça veut dire être vivant et comment en faire quelque chose pour vivre mieux. Voilà. Donc, je mets un peu d'initiation à la nature et au vivant dans les programmes du primaire, sachant que pour l'instant, c'est surtout c'est plutôt le produit des envies des enseignants que quelque chose qui est vraiment organisé. Il y a des profs des écoles qui font ça, d'autres pas. Donc, sortir en forêt, aller toucher des plantes, respirer des fleurs, visiter le muséum, aller voir les cerfs, voilà. On a fait un peu ça, on mettait des feuilles. Ouais, mais tu vois, mais à la marge. Et puis pas bien organisé. Et puis on t'explique pas pourquoi, je trouve, aussi. Et ben voilà, mais parce qu'en fait, on t'explique pourquoi. C'est un peu improvisé par des profs qui, pour les professeurs des écoles, sont plutôt de formation littéraire en moyenne. Donc ils ont pas, si tu veux, le bagage pour faire émerger du concept, des observations. Et d'ailleurs, souvent, ils sont pas à l'aise face aux observations elles-mêmes, parce que les gamins, tu sais, ils te ramènent un truc, ils disent qu'est-ce que c'est, et puis alors il faut que tu commences à c'est un petit peu comme si moi tu m'amènes un tableau du Louvre au Prix au hasard, tu me dis qui a peint ça, du coup, même j'ai rien à dire moi. Et donc alors voilà, et même donc, dans l'éducation, des éducateurs, du coup il faut changer quelque chose. C'est pas pour rien que depuis 30 ans moi j'enseigne massivement. La plupart de mes horaires et presque tout ce qui me reste d'horaire, à part quelques trucs en école de commerce ou à Sciences Po, massivement, mes enseignements, c'est la formation des agrégés et des capétiens. J'ai calculé que plus ou moins, j'avais eu au moins 1 heure en cours, une bonne moitié des enseignants de les ET de ce pays. Parce que j'ai enseigné partout et certaines années, j'ai enseigné dans plusieurs centres universitaires sous forme de vacations. J'ai toujours cru beaucoup à la formation des enseignants, cru beaucoup au programme au point d'être la plupart des commissions de programme qu'il y a eu dans ce pays depuis une bonne vingtaine d'années. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que la puissance de cette formation et de cette information s'arrête aux horaires des sciences du vivant, qui sont notoirement insuffisants. 1 heure par semaine au collège et au lycée, optionnel en première et en terminale. Tu vois, c'est pas à la hauteur de notre vie sexuelle, de notre capacité à nous nourrir bien, de notre capacité à gérer bien nos déchets, de nos liens aux écosystèmes, notre façon de consommer. Tu vois,
Ça ne va pas. Et c'est pour ça que les gens continuent à ignorer ce que c'est que la capacité biotique ou la tragédie des communs. Et je vais pas dire ce que c'est, parce qu'il faut lire le livre. Ah bah oui, quand même. Non mais attends. Non mais là, le but, pas de faire un cours de biologie, mais il est de dire qu'il y a des essentiels qui sont complètement loupés parce qu'on n'a pas le temps de les glisser entre les 20 heures d'éducation sexuelle. Tu te rends compte qu'aura un petit Français dans sa scolarité et les peut-être 2 fois ça qu'il aura sur comment bien manger. On n'a plus de place pour le reste. Alors que c'est les choses les plus importantes, c'est le fondamental. Tout nu, ou vêtu de haillons issus de la Bible, de la Renaissance, ou des dessins animés de Walt Disney, devant le monde. Nu ou au mieux vêtu de haillons. Donc, la science. Et ben voilà, parlons-nous des plumes colorées de la science. Non, mais exactement. Moi, je sais que j'ai fait la majorité de mon éducation scientifique après ma scolarité, tout seul. Alors, c'est peut-être pas mais c'est important que tu en témoignes de ça. Non, mais c'est important que tu en témoignes. Est-ce que tu as souffert? Quand? Bah, en faisant ce chemin vers un peu plus de données scientifiques. Tu vois, la plupart des gens pensent qu'ils sont nuls en sciences et que ça va être chiant. Faut que tu leur expliques comment t'as fait. Parce que, non, mais c'est ça, le truc, c'est qu'on n'est pas obligé d'être scientifique. Mais faire quelques pas vers la science, c'est comme quand un scientifique lit un roman policier. Ça doit être jouissif. Mais ça, c'est un truc de ouf. Moi, je te jure, moi, j'ai fait littéraire. J'ai fait littéraire. Mais quand j'ai découvert un peu la science, j'y suis allé par le chemin que moi, j'avais envie de découvrir. Mais à chaque fois, ta vision du monde, elle devient un milliard de fois plus claire. D'ailleurs, ton rire quand tu dis j'ai fait littéraire, il y a un peu cette idée que, du coup, t'es pas fait pour la science. Ouais, complètement. Et ça, c'est une idée qu'on a tous. Tu choisis science ou littéraire. Mais à un moment donné dans ta vie, tu dois on est obligé de choisir entre fromage et dessert. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Putain, moi, je veux pas. Je veux le fromage et le dessert. Parce que le fromage, c'est bon pour le microbiote. Et c'est plein de vitamines. Et le dessert, c'est trop bien pour le moral. Tu vois, non, mais le truc, c'est, on parlait tout à l'heure de ces ornières disciplinaires. Un truc que sécrètent ces ornières disciplinaires, c'est l'idée que, de toute façon, t'es nul pour le truc d'à côté. Mais on sait très bien, on a eu jusqu'à une époque où récente, maintenant c'est plus trop possible, on avait des gens qui étaient à la fois des grands philosophes, des grands mathématiciens et des grands biologistes. Tu vois, qui étaient polyvalents. On peut être polyvalent. Pas tous. Peut-être qu'il y a des gens, effectivement, ils sont vraiment bons pour les sciences et incapables de littérature. Je ne vais pas te donner de nom, mais j'en connais. Mais on n'est pas obligé de se penser impuissant dans les disciplines qu'on n'a pas parcourues dans ses études. C'est mutilant. Et ce livre est aussi une façon de lutter contre la mutilation, notamment celle des plus jeunes, puisque dans les préconisations sur l'éducation, je reprends ma casquette de ministre. Merci. Il y a l'idée de faire de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que dans les programmes, et ça n'existe pas encore assez du tout, on ait des objets chaque année qui soient communs à 2 ou 3 disciplines. Pour obliger les 2 ou 3 disciplines à travailler ensemble, à construire la vision de compétition-concurrence, par exemple. Ou la vision du climat. Eh oui, parce qu'elles font caca chacune dans leur coin. Et ça, c'est la merde. J'explique qu'il y en a une qui fait l'histoire du climat, une autre qui fait la physique du climat, une autre qui fait la biologie du climat. Et souvent, comme elles le font séparément et pas au même moment, c'est même pas complémentaire et parfois c'est en fait incohérent. Mais le gamin, il est unique. Pour le gamin, le climat, c'est une chose. Donc oui, interdisciplinarité, n'est-ce pas ? Et on peut. Collaboration. Et on va peut-être arriver à déniaiser les gens sur le fait qu'ils sont pas forcément mauvais pour les autres disciplines que celles qu'ils ont la plus parcourues. Et c'est pour ça que ton bouquin, pour moi, il est important, pour de vrai. Il est important parce que ça amène ça. Ça amène vraiment, genre, si on n'est pas fou de science, on est juste un peu intéressé, on regarde les idées préconçues, forcément, on va être touché par certaines d'entre elles. Et ça nous amène une vision éclairée, pas manichéenne, ni, voilà, c'est juste, c'est un équilibre dynamique, en constante évolution. Et c'est bon pour la tête, c'est bon pour la société. Et il y a même des dessins grâce à Arnaud Raphaëlian. Et il y a même des beaux dessins, qui sont des dessins qui sourient tout en soulignant profondément le sens du texte. Il est génial, Arnaud. Donc voilà, j'invite tout le monde à lire ton bouquin. Merci. Et j'ai pas encore fait Jamais seul, mais rien que le titre m'a fait comprendre des choses. C'est celui sur les microbiotes, oui. Il est un petit peu résumé à un moment de Nature et préjugés.
parce qu'on peut pas convier l'humanité dans l'histoire naturelle, hein, c'est le sous-titre du livre, sans justement cette nature qui s'est conviée en nous. Mais il s'est plus développé dans Jamais seul, c'est un bouquin que j'avais écrit en 17. Donc, sur les microbiotes des plantes et des animaux. Tu sais à peu près ce que tu vas faire après, la suite pour toi? J'ai envie d'écrire un bouquin sur la domestication. La domestication. C'est très prégnant. Hein. Je te disais tout à l'heure que j'avais du coton, du ver à soie, du mouton et du bœuf sur moi. Je ne fais pas de dessin sur ce qu'on mange. Hein. C'est un de nos liens à la nature et il y a plein d'histoires qui peuvent éclairer des espèces qui nous entourent et l'histoire de l'humanité. J'ai envie de faire ça, oui. C'est moins général peut-être que Nature et préjugés, mais ça peut renseigner des tas de choses de notre quotidien et c'est toujours cette idée de raconter une biologie qui éclaire ce que nous vivons et notre quotidien. Ouais, la microbes compris. Ah, microbes compris. Bah oui, quand t'as du yaourt, c'est des bactéries domestiquées. Ouais. Bah oui. La levure et les... Ah oui, t'en manges une grande partie, mais une partie que tu utilises pour rincer ton yaourt. C'est comme les vaches. T'en manges une partie, mais une autre partie que tu utilises pour refaire des vaches. C'est un peu ce truc de l'espèce humaine. Le chemin qu'elle a fait, il est normal. On a commencé à évoluer quand on s'est coupé de la nature, quand on s'est protégé de la nature. On s'est couvert en hiver, c'est bon, on pouvait résister, puis d'un seul coup, tout doucement, on a maîtrisé de plus en plus la nature, l'agriculture, l'élevage. Ouais, mais sans maîtriser toujours les effets secondaires. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, il faut qu'on. Ça a souvent été à courte vue. Ouais. Tu vois, genre les pesticides, à vue c'était une bonne idée d'ailleurs. pour avoir beaucoup à bouffer. Ouais, voilà. Mais c'est à la vue moins bien. C'est la vue de demain. Et t'as raison. C'est vraiment réhabiter le futur. Ne serait-ce que parce qu'au fait, si on aime nos enfants, c'est là qu'ils vont vivre. Ouais, c'est ça. Donc, transcender le court terme. Ouais. Donc il faut. Voilà, donc l'été prochain sont de demi-vacances pour moi. Ok, ce sera le moment où tu vas écrire. Tu vas écrire, mettre. J'essaie toujours de faire le premier jet en 2 mois. Ouais. En 2 mois? Oui. Tu sais, si t'as les idées au clair avant. Ouais. Là, les 10 essais, tu les avais écrits un peu à part ou Il y en a un que j'ai fini un peu plus tard, mais ça a tenu en 2 mois aussi. Le truc, c'est que tu fais le plan, tu te prépares à savoir ce que tu veux dire, et puis tu pars avec une valise un bon sac à dos de biblio, et tu t'isoles et tu fais le premier jet. Après, ce qui est long, c'est la lecture. Pour être sûr que tout est lisible, compréhensible, revérifier 2 fois les chiffres, voir les mettre à jour. C'est quoi ta routine pour écrire? Tu t'isoles, genre tu vas quelque part? Je dois nager. De quoi? Je dois nager. Ok. Parce que c'est ce qui me détend, c'est ce que j'aime bien faire. Donc c'est... En fait, en été, nous, on fait 1 mois au bord d'un lac en Pologne, et puis 1 mois à Belle-Île-en-Mer, d'où ma famille, du côté patin, est originaire. Donc je me baigne 1 fois par jour, je nage pendant 45 minutes, comme un canard, la tête hors de l'eau, en brasse. Je suis pas un nageur sportif, mais je nage le long de la côte, quoi, tu vois. C'est pour ça que la piscine, c'est pas terrible pour ça. Et c'est là que je pense à ce que je vais écrire ensuite. Donc souvent, il faut que j'apprenne par cœur la liste des idées que j'ai eues pendant que je nage. Ça, c'est un peu chiant. On peut pas prendre des notes en nageant. Mais c'est le moment de détente. Et puis après, j'écris matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Oui. Par bribes de 2-3 heures, ou tant que tu t'écris Non, c'est souvent 5-6 heures minimum par jour, parfois 7-8. 5-6 heures assis à écrire. Plutôt dans une chaise longue. Ok. Avec l'ordinateur sous les genoux. Ok, d'accord. Mais si tu veux, voilà. Mais c'est pas désagréable parce que c'est une sorte de libération. Puis c'est comme faire un château de sable. J'aime bien faire ça aussi. Alors des fois, d'ailleurs, j'arrête d'écrire pour aller faire un château de sable. On voit monter des choses à partir de rien, à partir d'idées diffuses. Faut avoir fait le plan avant, ok. Ouais. Parce que sinon, ça va nulle part. Ouais. Il n'y a pas de vent pour celui. C'est Sénèque qui disait ça. Il n'y a pas de vent pour celui qui ne sait pas où il va. Oui, puis quand Mais après, voilà. Et par contre, ce premier jet est pas très beau. Il est littéralement souvent un peu grossier. Et il faut une bonne année au moins de relecture pour polir. Ok. Par d'autres personnes. Et toi aussi. Et toi. Tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met, tout le monde la famille, les amis. Ok. On te fait des... Je te rappellerai d'ailleurs. On te fait des... Nous vous rappellerons. Nous vous rappellerons, merci. Non, mais c'est important. Plus quelques spécialistes sur les chapitres qui vont te challenger un peu. C'est chaud. Tu vois, les chapitres sur la sexualité humaine, voilà, j'ai aussi un chapitre où j'ai tout un paragraphe sur les maladies cardiaques et la façon dont chez les femmes, on s'en fout, donc on les détecte pas. Ouais. Hein c'est une des façons pour moi de montrer qu'un homme, une femme, c'est pas pareil, c'est pas égal, c'est différent. Et l'égalité se construit par-dessus ça. Là, j'ai eu besoin que mon cardiologue m'aide.
Ouais, ok. Donc, mon cardiologue s'est mis à relire mon livre. Ok. Et c'est la première fois qu'il travaillait gratuitement pour moi. Il est dans les remerciements. Ok, d'accord. Ouais. Non, mais tu vois, il y a des tas de gens. Des fois, même, j'ai fait lire des trucs, des fois, à mon fromager. Parce que dans Jamais seul, je parle des microbes de fermentation alimentaire. Ouais. Bah, à un moment, tu le fais lire à ton fromager, quoi. Si t'as un bon fromager qui connaît bien son métier, tu lui fais lire pour voir s'il est pas choqué par ce que t'as écrit. Bien. C'est une très bonne idée. Ça s'appelle cobayer. Hein. Ouais. C'est prendre des cobayes humains. Ouais. Pour voir s'ils arrivent à lire, et tu leur demandes où est-ce qu'ils lisent pas bien et où est-ce qu'ils sont pas d'accord. Et ça, c'est très long. C'est vrai, faut rentrer les corrections une par une, les juger, les jauger, relire toi-même après tout l'ensemble pour voir si ça a pas été naturel l'ensemble. Enfin, le polissage est pour moi le plus beaucoup plus long. Mais ne te leurre pas. Si je te dis que je l'écris en 2 mois, c'est aussi que c'est des trucs qui couvrent en moi depuis 30 ans. Tu vois, c'est 30 ans que je lis. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps d'être ministre. C'était la même chose pour le premier bouquin, la première fois que tu t'es mis à écrire. Non, le tout premier, il a jamais vu le jour parce que justement, je savais pas bien faire et en fait, ça finissait pas. Et effectivement, si on l'avait publié, il ferait 1500 pages. Donc, j'avais pas vu que c'était trop gros. Donc, j'ai pris les 2 chapitres de la fin de celui-là et ça a fait Jamais seul, qui est déjà un gros livre. Et d'ailleurs, il faut que je le reprenne. C'est un livre sur les microbes. Qu'est-ce que c'est qu'un microbe? Et finalement, c'était beaucoup trop gros. Mais ça m'a entraîné à écrire, ça m'a mis au point sur un certain nombre de choses. Et après, quand je me suis dit, non, en fait, un livre, ça peut traiter, vu le niveau de détail auquel tu vas, ça peut traiter que de ce champ-là et ça peut pas être plus large. Là, j'ai pu commencer à dérouler plus. Mais non, la première fois, ça n'a jamais vu le jour, en fait. Il existe toujours dans mon ordinateur, ce livre. Il faudrait que j'ai le courage de le reprendre pour quand même raconter un jour aux gens ce que c'est vraiment de l'intérieur que les microbes. Ouais, moi, ça m'intéresse. Ouais, parce que du coup, ça dans la peau d'un microbe. Comment tu peux écrire 1000 pages sur les microbes? Je te les envoie. Hein. Fais-moi penser de te l'envoyer, voilà. Ouais, bah écoute, je veux bien voir. Non, mais tu vois, c'est vrai que ça l'a pas fait la première fois, mais maintenant c'est assez rodé. Sauf que j'ai un enfant. Et c'est plus pareil. Et comme on a un petit à la maison, il a 4 ans et demi, il aura 5 ans l'été prochain. Peut-être qu'il faudra plus de 2 ans pour écrire ce livre-là. Parce que j'ai un autre livre à écrire. Qui a les cheveux blonds. Ah oui, il a les yeux bleus. Donc c'est bon. Eh ben, ça, c'est bon. C'est bon. Génétiquement, c'est bon. Enfin, c'est bon. Ou alors, c'était avec un mec aux yeux bleus. Merde. J'en connais aucun. Voilà. Bah, merci beaucoup, Marc-André, pour d'être venu. De rien. Avoir partagé ça. Merci d'avoir lu le livre. De rien. Je te dis, j'en suis à vraiment, il me reste 50 pages. Tu vois, tu vas atterrir dans l'enfance. Ouais. Et j'ai hâte. Que c'est là que finit le livre. Et tu verras que mon fils, dont on parlait à l'instant, a écrit une partie de ce livre. Il n'y a pas beaucoup de gamins qui ont écrit une partie d'un livre à 2 ans et demi. Il a littéralement écrit une partie de la conclusion. Tu lui donner le petit droit d'auteur? Quand il aura 18 ans. Non. Nous, à la maison, on fait travailler les enfants pour rien. D'accord, normal. Bah ouais. Attends. Déjà qu'on les nourrit, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est juste le retour des choses. Tu verras, il y a un passage de lui. Ok, d'accord, j'ai pas encore vu, tu vois. Eh ben, merci. J'invite tout le monde à lire ton bouquin parce que ça fait du bien à la vie. Merci beaucoup, Marc-André. Merci de le dire et merci de cette discussion. Ouais, merci. Ils n'ont pas bu? Ils n'ont pas bu mon pinard? Non, ils n'ont pas bu le pinard. C'est pas les premiers chats alcooliques que je rencontre. Je sais pas ce que vous faites de vos soirées ici, mais... Ah bah, si tu savais. On en fait des trucs. Non, puis c'était ça, parce qu'on a bien...